Bonjour, nous sommes le 29 décembre 2017 et c'est probablement la dernière fois que je vous fais une petite vidéo en 2017. La prochaine sera sans doute l'année prochaine, mais on ne sait jamais ce que l'actualité peut être, en particulier durant la trêve des confiseurs. L'actualité, c'est quoi? Pour moi, c'est encore là mon indignation. C'était quoi? C'était avant-hier. J'étais à France Culture entre 7h30 et 8h50 et quand il y a eu cette nouvelle, c'était un peu hors antenne si j'ai bon souvenir, mais j'ai pas pu m'empêcher moi d'éclater quand on m'a donné la parole sur cette idée qu'on allait encore stigmatiser davantage les chômeurs. Comment ose-t-on dans un monde où le travail disparaît et où c'est vraiment, j'ai dit c'est honteux, c'est une honte d'essayer de blâmer les gens individuellement pour le fait que le marché de l'emploi, le travail se réduit comme peau de chagrin, les gens perdent leur emploi et on va les engueuler pour ça. Il faut vraiment être gonflé. Et c'est le même gouvernement qui supprime l'intérêt sur les grosses fortunes. Euh, Bon, vous me direz, c'est pas aussi pire qu'aux États-Unis en ce moment. Oui, c'est encore pire ailleurs, mais c'est pas une raison pour laisser passer ça. Alors, j'ai éclaté. Merci à Florian Delorme qui m'invitait à France Culture de pas avoir interrompu alors que je répondais pas à ses questions à ce moment-là. J'ai raccroché à ça, mon indignation à ce qui était d'autres choses que j'étais en train de dire. Euh, oui, comment ose-t-on? Alors on nous dit c'est une idée de Monsieur Gattaz. Mais Monsieur Gattaz, écoutez, pourquoi est-ce qu'on écoute Monsieur Gattaz sur cette histoire de chômeurs? Hein, parce qu'il faut quand même être logique. Alors on dira oui, mais voilà, il représente le syndicat patronal et les entreprises créent des emplois. Mais on parle de quel siècle? C'est à quelle époque que les entreprises créent des emplois? Les entreprises créent plus d'emplois. Maintenant, on est dans un système où la logique comptable fait qu'un patron qui licencie ses ouvriers, qui licencie ses salariés, licencie ses employés. Le patron, il reçoit des bonus parce qu'il licencie les gens. Voilà, parce qu'il réduit les coûts de l'entreprise, parce qu'on a accepté que la comptabilité nous dise que les gens qui travaillent, c'est un coût pour l'entreprise. On a laissé passer ça. Hein, on passe pourquoi aussi en grande partie parce que ça dépend pas de nous. C'est pas nous qui écrivons les règles comptables. Mais qu'on demande à des gens qui gagnent de l'argent quand ils suppriment des emplois, qu'on leur demande leur opinion sur la création d'emplois. Là, on est vraiment au niveau du scandale. Bon, alors je reviens quand même à cette émission parce que l'émission, voilà, ça a des effets positifs et des effets catastrophiques. Dans l'effet catastrophique, si vous allez sur Amazon ce matin, vous verrez que ben voilà, il y a rupture de stock sur mon livre dont on parlait ce jour-là. À quoi bon Attendez, je ne sais jamais le titre. À quoi bon encore penser à l'heure du grand collapse? Voilà. Donc le livre est rupture de stock. Ça, vous savez, c'est pas les robots parce que les robots ils sont sûrement occupés. C'est sûrement les gens qui doivent, voilà, qui doivent aller à la poste pour envoyer pour envoyer les colis parce que c'est pas encore distribué par drone. Mais vous inquiétez pas, je crois qu'à partir de lundi, bon, vous allez recevoir le bouquin. Il en reste chez Fayard. Je vais téléphoner chez Fayard. Non, je plaisante. Mais je sais qu'il doit rester. De toute façon, avec la nouvelle technique, les techniques nouvelles, on peut en réimprimer très facilement. Donc, c'est pas vraiment un effet négatif. Ça me fait plaisir qu'il y ait rupture de stock. Voilà, ça veut dire que vous voulez l'acheter. Ça veut dire qu'on en a parlé de manière qui vous enthousiasme. Et ça, je l'ai vu. Euh, on me l'a dit d'abord à France Culture, que ça tweetait ferme pendant que je causais. Euh, euh, vous me l'avez dit en m'envoyant des messages très aimables, et j'ai vu aussi quelques commentaires très aimables sur le blog, en particulier pour m'être indigné sur cette histoire de chômeurs stigmatisés. Oui. Euh, comment ose-t-on? Euh, Ouais. Enfin bon, on ose parce que le rapport de force est défavorable, parce qu'on a l'impression que nous sommes des veaux et qu'on bouge pas. Mais on commence à bouger et voilà. Moi, ça me fait très plaisir
qu'on m'invite comme ça et que pendant 45 minutes, on m'encourage à dire ce que je pense. Merci à Monsieur Florian Delorme. Il avait bien étudié mon bouquin, il avait de bonnes questions et il faisait apparaître différents aspects. Vous avez entendu l'émission, le thème en principe c'était l'intelligence artificielle, mais on a parlé aussi de la disparition du travail de manière générale, due à l'informatique, pas seulement à l'intelligence artificielle. On a parlé du Bitcoin et de l'escroquerie que ça représente, et aussi le fait que bon, c'est un outil utilisé par la pègre et par l'extrême droite. C'est un outil de financement pour l'extrême droite. Il y a un très bon article dans le Washington Post, c'était hier, je l'ai mis en commentaire, à la discussion sur le blog. Pas traduit, s'il y a quelqu'un qui a envie de traduire ça, ben pourquoi pas. Sur la manière dont c'est un truc de financement non seulement pour les libertariens qui ont lancé cette idée d'une monnaie ou de jetons qui pourraient en tout cas circuler sans que les États puissent jeter un regard là-dessus. Et évidemment entre les libertariens et une extrême droite plus classique comme identitaire, suprémaciste, je ne sais quoi, évidemment, il n'y a que l'épaisseur d'un papier à cigarette. Enfin bon. Je suis un peu triste que je suis un des seuls à attirer l'attention sur ce genre de caractéristiques du Bitcoin. La plupart d'autres gens s'enthousiasment. Ils s'enthousiasment parce qu'ils ont l'impression que voilà, tout à coup, même si l'argent n'a pas poussé sur les arbres jusqu'ici, eh bien à partir de maintenant, ça va être possible grâce au Bitcoin, puisqu'on n'imprimera que, je plaisante, on n'en offrira jamais qu'à 21 millions, et donc leur prix ne peut qu'augmenter, et que ceux qui ratent cette pyramide, ou excusez-moi, cette cavalerie, vont se retrouver dans la situation lamentable des gens qui n'achetaient pas d'actions au début de l'année 2000. Et croyez-moi, vous ne voulez pas avoir le sort beaucoup moins envieux de gens qui, en 2001, se retrouveraient avec des paquets de trucs qui équivalaient plus à un clou parce que c'était un truc à plumer les gourous. Bon. Qu'est-ce qu'on m'a encore demandé? On m'a encore demandé de parler des Panama Papers et des Paradise Papers, de mon hypothèse sur qui avait orchestré ça. Et là, j'insiste sur le fait que c'est pas parce que c'est organisé, les Paradise Papers et les Panama Papers, que ça a été organisé par des gouvernements plutôt que par des lanceurs d'alerte, que c'était pas une bonne idée de le faire. Non, il faut faire revenir l'argent dans les caisses. J'ai expliqué que les paradis fiscaux, c'est un peu plus compliqué que simplement des paradis fiscaux, que ce sont des endroits qui nous servent aussi à d'autres choses, en particulier à financer la raison d'État. C'est quoi la raison d'État? C'est quand on ne peut pas dire aux gens ce qu'on fait véritablement, comme quand on a dit on ne paiera jamais pour libérer les otages et qu'on libère quand même, tant mieux pour les otages, hein, mais on ne peut pas en perdre un peu la face. Quand sur des marchés particuliers, il est d'usage qu'il y ait d'énormes bakchiches qui soient versés et qu'on ne peut quand même pas faire passer ça par la Société Générale ou la BNP et qu'il faut bien le faire passer par quelque part, et ainsi de suite, l'argent de la drogue, l'argent de la prostitution qu'on veut quand même pas laisser passer entièrement, puisqu'on ajoute ça quand même maintenant dans le produit intérieur brut, puisque c'est vraiment de l'argent. Mais qu'on ne peut pas le faire passer officiellement non plus par les grosses banques, mais qu'il faut bien le faire rentrer quand même par quelque part dans le système, ne serait-ce que parce qu'on en a besoin. Le 17 septembre 2008, quand tout est un peu asséché et qu'on sait qu'il y a quand même un robinet qu'on peut ouvrir avec l'argent sale et le faire rentrer dans le système. De quoi a-t-on encore parlé? Merci de m'avoir pu répéter que M. Edward Snowden est, lui, un véritable homme d'État et qu'il est dommage que lui soit en prison ou apparenté, comme l'a été à une époque M. Mandela, alors qu'il sera président des États-Unis, espérons pour ce pays un jour ou l'autre, parce que lui, au moins, il a le sens de l'intérêt général, le sens de l'État. Il parle au nom du bien public. Et que pendant ce temps-là, on a un guignol qui devrait être plutôt en prison, lui, qui a la tête des affaires, parce que ça a arrangé justement
certains milieux des affaires de financer la venue d'un guignol pareil parce que ça permet, comme vous l'avez pu le voir, justement d'éliminer les intérêts sur les impôts sur les grandes fortunes. Ça permet de concentrer la richesse, qui est une chose excellente puisque ça permet un ruissellement. Bon, je ne vais pas revenir sur mon opinion sur la concentration de la richesse qui tue nos économies, qui tue nos pays, qui détruit le tissu social. Comment peut-on encore justifier d'une manière ou d'une autre de concentrer ça? Oui, oui, on a roulé le peuple américain, oui, on a fait voter des ouvriers pour M. Trump en disant il va recréer des emplois dans le Michigan. Là, il y avait des grandes entreprises automobiles. Et alors que fait ce monsieur? Bah oui, bah écoutez, il n'est pas stupide à ce point-là qu'il ne fait pas voter des lois pour récompenser les gens qui l'ont porté au pouvoir. Bon, de quoi peut-on encore parler? Donc ça c'est voilà, c'est bien, c'est bien quand on me laisse causer pendant 45 minutes. C'est gentil aussi quand on m'invite pour une émission de 5 minutes en disant voilà, c'est très important, oui, et que moi je répète incrédule en disant vous m'invitez pour 25 minutes et on dit non, 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 5, 4 plus 1. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais je préfère quand même 45, on peut expliquer les choses clairement. Et puis les gens le regardent ou l'écoutent. Bon, là, dans ce cas-ci, c'est un podcast. Mais je regardais tout à l'heure parce qu'on me signalait que ça marchait bien. Vous êtes bientôt 40 000, à moins que vous soyez les mêmes à regarder 1 million de fois. Vous êtes quand même 40 000 à avoir regardé l'émission sur le même livre. À quoi bon penser à l'heure du grand collapse, celle qui est passée sur Boursorama dans l'émission Ecorama. Vous êtes pratiquement 40 000 maintenant à avoir regardé ça. Alors, vous le savez bien, si ça me fait plaisir, c'est pas parce que ça vend des bouquins. C'est parce que ça fait circuler les idées qui sont défendues dans ces livres et qui essaient quand même de redresser un petit peu la barre dans la bonne direction. Alors, je ne veux pas faire trop long là entre deux fêtes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un truc intéressant, c'est Timiota qui me l'a signalé hier. Il y a un article sorti dans une revue de psychologie, un article par messieurs Oakley et Halligan, des Anglais, qui défendent la même thèse que j'avais défendue moi en 1999, 1999 en français, dans la revue L'Homme, grande revue d'anthropologie française. Donc c'était quand même relativement visible. Enfin bon, c'était en français, donc c'était pas vu par tout le monde. Et puis c'était pas dans une revue vraiment de psychologie où j'avais proposé un modèle de la conscience avec la thèse que la conscience n'est pas sur le siège du conducteur, que c'est plutôt un cul-de-sac dans lequel arrivent des choses qui nous permettent après de traiter ça de manière à de faire de ce qui apparaît à la conscience des traces de mémoire qui vont nous être utiles par la suite. Traces de mémoire qui ne sont pas simplement des images ou des sons ou des machins comme ça, mais qui sont associées à une valeur d'affect qui va nous les faire revenir en contexte au bon moment pour servir à quoi ça doit servir. Alors, l'article de messieurs Oakley et Halligan, je ne l'ai pas entièrement encore lu, ça fait 50 pages, mais j'ai vu, bon, ils défendent la même thèse, mais ils mettent l'accent sur autre chose, pas tellement sur la mémoire, mais sur le fait que c'est adaptatif. C'est quand même adaptatif pour l'espèce parce que ça nous permet de tenir compte quand même de notre expérience. C'est un peu la même idée, c'est pas lié de manière aussi exacte, aussi étroite que moi je l'ai fait avec la mémoire, mais c'est à peu près la même idée. Alors, pourquoi est-ce que c'est imposant c'est imposant, oui, certainement, mais pourquoi est-ce que c'est important que quelqu'un vienne dire des choses que j'ai le sentiment d'avoir déjà dites? Eh bien, c'est parce que, comme vous le savez, on est dans le domaine de la science et ça sert à rien de dire quelque chose tout seul. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui disent la même chose. Pourquoi? En particulier quand ce sont des idées un petit peu révolutionnaires, parce que quand ça propose un changement de paradigme, ça propose quand même de voir les choses très très différemment de ce qu'on faisait autrement. De dire qu'il n'y a pas de rapport entre la volonté et la conscience. Que la conscience, ce n'est pas l'organe de la volonté, c'est quand même, ça va à l'encontre de ce que suggère
la langue qu'on utilise et de ce que suggère le sens commun, qui dit mais c'est avec ma conscience que je décide des choses, que j'exerce ma volonté. Bon, tout ça vient. La remise en question de ça, d'où est-ce qu'elle vient? Ben, elle vient de Monsieur Sigmund Freud à la fin du 19e siècle, en disant non, les décisions sont essentiellement prises ailleurs. Il y a ensuite le fait qu'un psychologue, M. Libet, dans les années 60, confirme ça du côté des psychologues avec des mesures, mesurant en particulier le temps qui se passe entre le moment où nous faisons quelque chose et le moment ensuite nous avons l'impression d'avoir décidé de le faire. Alors, j'ai parlé ça dans l'article en 99. Il y a un article je l'ai regardé hier, il fait à peu près 25 pages. J'en ai reparlé, j'en ai fait un résumé que vous avez pu voir. Voilà, ceux d'entre vous qui avez lu Le dernier qui s'en va éteint la lumière. Pourquoi est-ce que j'en ai reparlé dans ce livre-là, sur une dizaine de pages? Eh bien, parce dans ce livre, il me semblait important de dire qui nous sommes. J'y reviendrai encore sans doute d'une manière ou d'une autre dans qui étions-nous, mais d'expliquer que c'est important de savoir que c'est pas en s'asseyant comme ça et en se disant je vais prendre des décisions que les décisions sont prises en général. Si on peut s'assigner des tâches à faire la semaine prochaine, on peut décider de faire une thèse et puis de la réaliser, ça on peut faire ça quand même avec sa conscience. Mais dans les décisions immédiates que nous prenons comme ça tous les jours, c'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est important de le savoir. Alors voilà, je vais commencer par terminer la lecture de cet article avant d'en parler davantage, mais j'ai signalé aussitôt que voilà, ça me faisait plaisir qu'on reparle de cette thèse, que je ne sois pas le seul à en parler, parce que comme je vous dis, pour que ça devienne une idée commune, il faut qu'il y ait plus qu'une personne qui le dise, contrairement à ce qu'on dit. Parfois, Einstein a inventé la théorie de la relativité, oui, mais s'il n'y avait pas des gens autour pour dire oui, c'était une bonne idée, et pour refaire d'autres articles parlant également de la même chose, il ne se serait absolument rien passé. Voilà. Surtout, comme je vous dis, quand ça oblige à revoir les choses, à mettre les choses à l'envers, à modifier le cadre quand on touche au cadre. Une autre personne qui touche au cadre, et là, je vais terminer là-dessus. Vous vous souvenez peut-être, c'était en septembre si j'ai bon souvenir, l'un d'entre vous a eu l'amabilité de traduire à ma demande un article qui en fait, cet article c'était l'introduction d'un livre par un monsieur James Livingstone sur la disparition du travail. Depuis, il y a eu une bonne discussion à propos de ça sur le blog. Ensuite, beaucoup plus récemment, Madeleine Théodore a lu le livre et elle en a fait un compte-rendu. Et encore beaucoup plus récemment, il y a un éditeur français qui a décidé de traduire le livre et qui m'a demandé gentiment de faire la préface, ce que je ferai bien entendu très volontiers. Voilà, c'est d'accord, ça va être fait. Le livre paraîtra, je ne sais pas, au printemps quelque part. Ce monsieur a fait un excellent boulot. Non seulement il nous dit, en fait, il explique bien tout de suite, il a voulu appeler le livre Fuck Work. Et nous, on avait traduit merde au travail. Il reprend un petit peu des idées là qu'on avait déjà vues dans le droit à la paresse de Lafargue à la fin du 19e siècle. Lafargue, beau-fils, gendre de Karl Marx, et qui propose un livre où il fout en l'air, où il déconstruit complètement, où il fait exploser le marxisme. Enfin bon, je ne sais pas comment ça se passe exactement dans la famille. Mais bon, Lafargue fait un truc qui correspond à un tout autre courant à l'intérieur du socialisme. Il est vraiment pas marxiste, il est plutôt du côté des socialistes utopiques, il est plutôt du côté des anarchistes. Et donc, monsieur James Livingstone reprend une partie de ses arguments, mais il ajoute aussi des choses qui sont dues à l'analyse de gens qui ont parlé récemment du travail, et de manière que lui ne considère pas bonne. Enfin, il les attaque assez violemment, mais avec d'excellents arguments. Les Hannah Arendt, les Crawford, les
c'est net. Il attaque même Frédéric Lordon, qu'il a dû manifestement lire. Il a une autre vision du travail. Je vous en parlerai parce que je suis en gros d'accord avec lui, mais là aussi il y a quelques petits trucs qui, à mon sens, il ne voit pas. Je ferai cette préface et puis vous pourrez la lire. Bien entendu, d'une manière ou d'une autre. C'est un truc qui m'intéresse. Il y a des choses chez James Livingstone, honnêtement, que je n'avais pas vues sur cette question du travail. Et ce sera un plaisir pour moi d'en parler et d'en dire du bien. Voilà, je termine pour aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, ce sera probablement la semaine prochaine que j'aurai l'occasion de vous reparler en 2018. Passez un excellent réveillon. Allez, à bientôt.